Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблено. On t'en parlait dans cette vidéo, l'attaque surprise de l'Ukraine le 6 août 2024 lui a permis de percer les lignes ennemies et d'amener la guerre sur le territoire russe. On ignore encore tout de leurs objectifs, mais ce que l'on sait, c'est que les Ukrainiens ne comptent pas en rester là. L'armée ukrainienne a déployé ses deux meilleures brigades, la 22e brigade mécanisée et la 82e brigade d'assaut aérien. Ce sont les troupes d'élite de l'armée ukrainienne, les plus expérimentées et les mieux équipées. Jusqu'à présent, Kiev les gardait en réserve, les préservant pour une future contre-offensive qui devait intervenir courant 2025. Et visiblement le moment est venu et nettement plus tôt qu'on ne le pensait. En revanche, il y a un élément qui mérite d'être souligné. Plusieurs équipements militaires occidentaux, notamment états-uniens, ont été utilisés pour réaliser cette offensive. Jusqu'à présent, la Maison-Blanche s'était montrée soucieuse d'éviter une escalade incontrôlable. Il faut garder en tête que la Russie est une puissance nucléaire. C'est pour cette raison que Washington était réticent à autoriser l'utilisation de ces armements pour attaquer le territoire russe. Bon, d'accord, ces derniers mois, l'administration Biden avait autorisé l'utilisation des HIMARS et même des missiles tactiques ATA-CMS pour frapper des cibles militaires en Crimée ou près de la frontière russo-ukrainienne. À l'époque, beaucoup considéraient déjà cette décision comme une évolution importante du conflit. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. On a l'armée ukrainienne sur le territoire russe. C'est la définition même d'une invasion. Zelensky vient de reconnaître qu'il s'agissait de déplacer la guerre en Russie face à l'avancée des troupes ukrainiennes à bord de véhicules blindés, soutenus par des drones, des canons d'artillerie, des hélicoptères d'assaut, des systèmes de guerre électronique et de défense antiaérienne. Plus de 76 000 civils russes ont été évacués. Il est probable que le chiffre augmente rapidement à mesure que les combats s'intensifieront. Ont-ils donné leur feu vert? Comment ça se fait que l'armée russe était si mal préparée pour cette éventualité? Et surtout, est-ce que ça vaudra le coup pour les Ukrainiens de prendre un tel risque? On va tout expliquer dans cette vidéo sur ce qu'on surnomme déjà la bataille de Koursk, en référence à celle de 1943 entre les soviétiques et les nazis. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Et si tu as envie de participer à l'aventure Diplométrix, je te laisse aussi le lien en description pour notre plateforme de financement participatif. Allez, c'est parti! Depuis 2022, c'est la Russie qui est à l'initiative. Alors même si elle a buté contre les lignes défensives ukrainiennes, elle a quand même bien progressé en territoire ennemi. En 2023, on attendait tous la contre-offensive ukrainienne, mais celle-ci s'est soldée par un échec. Les Russes avaient eu le temps de la voir venir et de s'y préparer. Mais en 2024, personne ne s'imaginait une telle inversion du rapport de force. Certes, l'armée russe réalisait des percées inquiétantes. Au Congrès US, les républicains bloquaient l'aide militaire à l'Ukraine, entraînant des retards de livraison de matériel et des pénuries de munitions. Et puis, l'Ukraine manque d'hommes à envoyer au front. L'armée russe a intensifié les bombardements sur tous les fronts, à Donetsk, à Zaporizhzhia et à Kharkiv. Et malgré ces tactiques du rouleau compresseur, ils n'ont réussi à s'emparer que de quelques dizaines de kilomètres carrés. Mais le 6 août, surprise générale, l'Ukraine parvient en seulement 4 jours à conquérir plus ou moins une centaine de kilomètres carrés en territoire ennemi. C'est plus que durant toute leur contre-offensive de 2023 ou que ce que les Russes ont conquis en Ukraine durant toute l'année 2024. Alors comment ont-ils réussi ce tour de force ? Comment les Ukrainiens sont-ils parvenus à tromper tous les systèmes de surveillance de la Russie? On croyait le secteur bardé de caméras infrarouges, de satellites, de drones, de soldats qui font des rondes, surtout près de la frontière. Quelque part, ça rappelle un peu le débarquement allié en Normandie en 44. Personne n'avait pensé à prévenir le Führer par peur de l'importuner, surtout qu'a priori, il avait l'air de contrôler la situation. C'est fou le pouvoir d'auto-persuasion, on a tendance à oublier l'efficacité de la propagande, art dans lequel Joseph Goebbels excellait. Pareil à Gaza, l'armée israélienne avait repéré des mouvements suspect de la part du Hamas. Les officiers supérieurs avaient été avisés, mais ceux-ci n'avaient pas relayé l'info, convaincus que toute initiative serait stoppée net du fait de leur écrasante supériorité militaire. Et pareil avec les services de renseignement russes, qui avaient bien détecté des mouvements ukrainiens à la frontière, avec des troupes et des blindés qui s'amassaient de manière inhabituelle. Du coup, ils ont prévenu le haut commandement militaire, environ 2 semaines avant l'attaque. Et pourtant, aucune mesure concrète n'a été prise. Sous tes yeux, Valery Gerasimov, le chef d'état-major russe, qui a décidé d'ignorer tous les signaux d'alerte. Pourquoi? Mais tout simplement parce que personne n'imaginait que l'Ukraine oserait envahir la Russie. Et se sont probablement dit que les forces ukrainiennes avaient déjà
assez de mal comme ça à tenir la ligne de front. Ça serait une mission suicide de se lancer dans une campagne militaire en Russie. On dit que Gerasimov n'a même pas pris la peine de prévenir Poutine de ce qu'il considérait être une tentative de diversion. Et pourtant, ça rappelle pas mal la folle aventure de Prigojine en juin 2023. Or, si les forces russes restées à l'arrière ont été si rapidement submergées, c'est parce que tous les effectifs militaires sont déployés actuellement en Ukraine. Les réservistes et les gardes-frontières russes basés à Koursk n'avaient juste pas la puissance de feu nécessaire pour faire face aux soldats ukrainiens. D'où la progression fulgurante des forces ukrainiennes à l'intérieur des terres. Alors, depuis, le Kremlin a réagi en frappant des positions ukrainiennes avec des chasseurs-bombardiers, des hélicoptères d'assaut et des missiles balistiques Iskander. Oui, ils ont occasionné des pertes dans les rangs ukrainiens, mais ils n'ont pas réussi à ralentir les troupes au sol. Et Moscou a un autre problème. Il ne peut ni facilement ni rapidement redéployer ses forces actuellement en Ukraine. De un, parce que ça nécessite de l'organisation pour ne pas ouvrir de brèche sur le front. Ensuite, parce que ça demande pas mal de logistique d'acheminer des troupes et du matériel lourd vers un autre site. Il y a quand même entre 350 et 400 km entre les deux fronts et leurs infrastructures de transport sont assez vétustes. Et il n'y a pas que ça. On sait à présent que le nouveau front est protégé par des tirs de barrage d'artillerie, notamment les fameux HIMARS, mais aussi par les missiles semi-balistiques ATA-CMS capables de frapper avec précision une cible à plus de 300 km. Donc, même si Moscou donne l'illusion qu'il est actif avec ce genre d'annonce, faut pas surestimer leur capacité militaire. La Russie annonce l'envoi de renforts militaires dans l'oblast de Koursk pour contrer l'incursion ukrainienne. Et c'est sans tenir compte de l'épuisement des troupes, des pertes humaines et matérielles. C'était censé être la dernière étape d'une longue offensive avant l'arrivée de l'hiver. Donc, face à la débâcle à venir, le Kremlin a été contraint de recourir à des méthodes peu orthodoxes. On a appris récemment que certains vétérans de la milice paramilitaire Wagner ont été envoyés en renfort à Koursk. Moscou aurait même rappelé des mercenaires déployés au Mali. Ça prouve à quel point les autorités russes sont inquiètes de la situation. On ne sait pas si Koursk va tomber, mais ce qui est sûr, c'est que ça va pas mal barder dans le coin. On n'aimerait pas être à la place de Gerasimov. Après, c'est pas la seule question qui se pose. Par exemple, celle-ci. La question à 10 millions. Les États-Unis étaient-ils au courant de cette attaque ? Washington nie fermement avoir participé à son organisation. Il déclare même ne jamais avoir été mis au courant en amont. Après, c'est quand même moyennement crédible, étant donné qu'une très grosse partie de l'arsenal ukrainien est composée d'armements états-uniens. Donc ça me paraît un peu gros que Kiev n'ait pas prévenu son principal allié de ses plans de bataille. Après, Washington a toujours fait très attention à ne pas franchir certaines lignes rouges pour éviter une escalade majeure. Or, attaquer le territoire national russe est une énorme provocation. Donc, il est très probable que la Maison-Blanche nie son implication pour ne pas être tenue pour responsable en cas d'accélération du conflit. Mais pourquoi est-ce qu'on pense que les USA ont un peu perdu le contrôle de la situation? Est-ce qu'en outrepassant les limites fixées par Washington, l'Ukraine l'a pas un peu fait passer pour le dindon de la farce au même titre que la Russie? On en vient à l'un des principaux développements de cette histoire. Non seulement la gestion du conflit russo-ukrainien oppose les démocrates aux républicains, mais en plus, il sème la discorde au sein même du parti démocrate. En fait, on retrouve deux courants majeurs dans l'administration Biden qui s'opposent sur la meilleure manière de traiter le conflit. D'une part, on a le secrétaire d'État Antony Blinken et de l'autre Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale. Blinken est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères et il est un proche de Biden. Mais il est aussi un grand partisan de la cause ukrainienne. Si ça ne tenait qu'à lui, les États-Unis joueraient un rôle encore plus actif dans le conflit pour faciliter la tâche aux Ukrainiens, quitte à se mettre à dos la Russie. Jake Sullivan, pour sa part, est beaucoup plus prudent. Il craint une escalade incontrôlable, qui plus est contre une puissance ennemie qui possède de l'arme nucléaire. En gros, Blinken et Sullivan soutiennent tous les deux l'Ukraine, mais pas avec la même vigueur. Sauf que Jake Sullivan joue un rôle très différent de celui de Blinken. Non seulement il préside le Conseil de sécurité nationale, mais en plus, contrairement à Blinken, il travaille directement à la Maison-Blanche. Il est donc en contact permanent avec Biden, ce qui lui confère naturellement plus d'influence sur les décisions du président. Il se trouve que Biden lui aussi craint une escalade du conflit et il préconise donc la prudence. Mais quel rapport avec l'opération ukrainienne en cours à Koursk ?
Eh bien, tout simplement que Biden s'est retiré de la campagne présidentielle au profit de Kamala Harris. Donc, quoi qu'il arrive, le 20 janvier 2025, le plus proche allié de l'Ukraine quittera la Maison-Blanche. À sa place, ce sera soit Donald Trump, foncièrement anti-ukrainien et pro-russe, soit Kamala Harris, dont on ignore encore les intentions concernant l'Ukraine. Donald Trump avait promis que s'il revenait à la présidence, il mettrait fin au conflit russo-ukrainien en 24 heures. Dans son jargon, ça veut dire mettre fin à l'aide militaire à l'Ukraine, entraînant donc sa défaite et la victoire de Poutine. Même qu'il y a quelques jours à peine, Trump a félicité Poutine pour l'échange de prisonniers le plus important depuis la fin de la guerre froide. I'd like to congratulate Vladimir Putin for having made yet another great deal. Bref, si Trump gagne, ça sent pas bon pour la Russie. Mais si Harris remporte les élections, alors l'énigme reste entière. Premièrement, parce que le projet politique de Kamala Harris se concentre beaucoup plus sur la politique intérieure que sur la politique extérieure. Et deuxièmement, parce qu'elle pourrait décider d'une rupture avec la politique de son prédécesseur. Elle n'a pas forcément envie d'être associée au conflit russo-ukrainien, alors que le bilan de Biden en matière de politique étrangère est intrinsèquement lié à celui-ci. Or, il n'y a pas que les Ukrainiens qui anticipent un éventuel revirement de Washington dans le dossier ukrainien, même en cas de victoire démocrate. La Pologne avertit l'Europe de se préparer à un changement dans les relations avec les États-Unis, quel que soit le prochain président. Ni l'Ukraine ni l'Union européenne ne font confiance à Harris. Bruxelles et les pays membres de l'UE vont devoir revoir leur politique de défense sans la participation des États-Unis. C'est pas foncièrement une mauvaise chose. La souveraineté européenne en matière de défense est une priorité, mais elle se fera aux dépens de l'Ukraine. Et il est tout à fait possible que le président Biden, aussi âgé qu'il soit, ait lui aussi senti le vent tourner. Il a dû comprendre que c'était le moment ou jamais de remporter une victoire décisive. Donc, face à l'imminence du départ de Biden, il est possible que son administration ait décidé de suivre la ligne Blinken et de soutenir à fond les Ukrainiens. Ça veut pas forcément dire qu'il cherche à mettre fin à la guerre, mais au moins à créer les conditions pour que l'Ukraine soit dans une position de force pour négocier avec Moscou. Ou alors il pourrait aussi s'agir d'impliquer contre son gré le ou la future occupante du bureau ovale. Dans ces trois cas de figure, on pense que Washington a donné son feu vert à Zelensky pour qu'il réalise une attaque surprise sur le sol russe, avec des armements normalement réservés à la défense du territoire ukrainien. C'est pas plus mal pour l'Ukraine, qui a largement payé le prix du sang pour sa résistance héroïque. Mais les retards de livraison d'armements et de matériel restent problématiques. Au manque d'équipement s'ajoute la pénurie de soldats et la mauvaise santé économique du pays. La guerre dure depuis déjà trop longtemps. On avait tous entendu parler d'une future contre-offensive ukrainienne en 2025, qui devait être la dernière, celle qui mettrait fin à la guerre. Ce plan, on en avait parlé dans d'autres vidéos. C'est l'Estonie qui l'avait formulé la première. Mais comme Biden ne sera plus président d'ici là, alors l'Ukraine n'a eu d'autre choix que d'accélérer ses plans. À tout ça, faut ajouter le désintéressement global de la communauté internationale et de l'opinion publique, ce qui vient compliquer la tâche déjà ardue de l'Ukraine, qui compte sur l'aide occidentale pour continuer à résister. Surtout qu'à la différence des médias européens, aux États-Unis, la presse ne parle quasiment pas de l'opération ukrainienne en cours en territoire russe. Il y a 2 ans, ça aurait fait la une de tous les journaux. Alors dans l'hypothèse que Kamala Harris remporte les élections, pourquoi gaspillerait-elle son énergie et son capital politique sur une question qui n'intéresse plus l'opinion publique? D'où la priorité absolue de Kiev de remobiliser ses alliés occidentaux. Cette campagne militaire permet de resituer l'Ukraine sur une carte et de proposer un nouveau narratif, plus optimiste. Et si ça ne marche pas, alors elle permettra peut-être de forcer Moscou à négocier un accord de cessez-le-feu juste et équilibré. Bref, quel que soit l'objectif, nous sommes confrontés à un tournant dans la guerre russo-ukrainienne. Zelensky a réussi à se sortir d'une impasse. Et c'est sans parler du coup politique porté à Vladimir Poutine. L'ours russe n'est pas du tout aussi intouchable que semblent penser les trolls dans nos commentaires. Ok, affaire pliée. À ton avis, quel avenir peut-on prédire à cette offensive ukrainienne? Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Si tu veux taper la discute, tu peux aussi écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Et si tu as envie de participer à l'aventure Diplometrix, tu peux aussi te rendre sur notre plateforme de financement participatif Tipeee, pour lequel je te laisse le lien dans la description. Allez, à très vite pour plus d'actu internationales.